Bonjour à tous et je repartage. Super. Bon, bonjour ou rebonjour à tous et bienvenue au 4e rendez-vous PEPS, le dernier avant l'été. Donc, c'est un nouveau rendez-vous de partage et d'échange à partir de trajectoires personnelles d'engagement en santé où des personnes viennent partager comment est-ce qu'ils se sont engagés dans le partenariat, pourquoi et comment. Donc, on aura 3 interventions. D'habitude, on fait les 3 interventions au début, puis les échanges. Là, on aura d'abord l'intervention de Sylvain Garnier qui va se présenter, puis les échanges à partir de sa présentation. Ensuite, les échanges en la présentation de Karen Girard, puis des échanges, et enfin la présentation de Nadine Jopis, puis des échanges. Donc, merci beaucoup à tous les 3 d'avoir accepté de nous partager ce que vous savez, ce que vous avez vécu, ce que vous avez envie de dire. Aujourd'hui, nous sommes 3 co-animatrices, Claire Hédon et moi, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et rejointe par Muriel Londres qui va modérer le chat et prendre vos questions et vos retours. Du coup, je laisse tout de suite la parole à Sylvain Garnier pour 10 minutes de présentation et ensuite on aura 20 minutes d'échange puisque Sylvain va nous laisser à 13h25. Merci beaucoup. J'ai votre diaporama et je passerai les slides à votre demande. Super, je fais un signe comme ça. C'est bon, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok. Bonjour donc à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je vais commencer par m'excuser parce que, comme on vous l'a dit, je dois partir à 13h25 et je n'ai pas pu faire autrement. Du coup, je ne participerai pas à tous les échanges et j'en suis le premier frustré. Du coup, je vous ai mis mon mail. Si certains veulent continuer la discussion plus tard, il est possible de me contacter, je répondrai. Voilà. Donc, moi, je suis médecin en réanimation. Je travaille actuellement au CHU de Nîmes et j'ai la responsabilité du service de réanimation médicale. Donc, on va pouvoir passer. Alors, en aucun cas, je suis un expert de la question. Hein. Je viens là partager humblement le rapport que j'ai avec l'expérience patient, qui vient en fait aujourd'hui assez logiquement après mon parcours. Mon parcours, c'est médecin réanimateur. En fait, je suis médecin réanimateur, je ne pense pas complètement par hasard. J'ai particulièrement apprécié dans cette profession-là l'esprit d'équipe que j'avais connu avant quand je pratiquais le rugby. J'ai d'abord été médecin réanimateur dans la région de Bordeaux et puis rapidement, je me suis intéressé aux questions d'éthique. Je pense que c'est assez logique quand on fait de la réanimation. Et assez naturellement, j'ai été médiateur médical pour l'établissement dans lequel j'exerçais à l'époque, ce qui m'a quand même mis en lien assez rapidement avec la question de la représentation des usagers et des patients. Et puis, je suis devenu médecin responsable d'un service, puis médecin chef de pôle, puis vice-président de la CME. Et à chacun de ces étages, j'ai essayé d'adapter mon management dans l'idée de répondre au mieux aux préoccupations du soin et aux préoccupations des soignants de proximité. Et naturellement, on s'est rendu compte que ça faisait émerger aussi les besoins des patients, ce qui est l'étape ultérieure donc, qui m'a conduit à intégrer donc, de l'expérience patient. Par ailleurs, je me suis intéressé de manière un peu plus récente aux sciences comportementales, notamment via la formation et notamment la formation en simulation. Et là aussi, je pense qu'il y a une place pour intégrer de l'expérience patient. Et puis finalement, je suis médecin, mais je suis aussi un homme dans sa vie. Et il se trouve que mon papa a été longuement malade d'une maladie qui l'a emporté, que ma maman était en situation d'aidante et que j'ai vécu un peu l'autre situation où finalement mon père était pris pour un cancer
de manière tout à fait optimale tant qu'on était en phase curative, mais on a vraiment vécu un abandon du système de soins dans la partie tout à fait terminale. Et je me suis rendu compte que si à ce moment-là, on avait été interrogé sur le vécu des patients, des proches, sur la situation, probablement qu'on aurait eu des choses à partager et qui auraient été bénéfiques pour beaucoup de monde. On passe, excusez-moi. Alors, mon parcours de partenaire, je l'ai détaillé. D'abord, mon expérience, c'est que l'expérience patient débute dans la chambre du patient, pour nous en réanimation, ou dans la salle de consultation. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en tête de construire le projet de soins avec le patient. Et moi, j'avais une anecdote assez singulière sur cette thématique-là. Et je me souviens d'une patiente qu'on avait en réanimation, c'était le 4e ou 5e passage, une patiente insuffisante respiratoire qui faisait des décompensations spastiques très brutales, qui à chaque fois était intubée par le SAMU et qui revenait dans notre unité. En quelques jours, on réglait le problème. Elle sortait, elle partait dans un service de pneumologie. Et puis un jour, je lui dis, Madame, vous allez partir dans le service de pneumologie. Et elle me dit, je ne veux pas y aller. Alors, mon premier réflexe, c'est d'être un peu interloqué parce que je ne veux pas y aller. Et puis, je dis, quand même, c'est là, ils vous connaissent bien, etc. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je creuse un peu. Et finalement, elle ne voulait pas y aller parce que elle n'arrivait pas à faire entendre ce qu'était son projet de vie. Finalement, on a accédé à son projet de vie et elle n'a pas refait de décompensation derrière. Enfin, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Donc, je pense que l'expérience patient commence dans la chambre du patient. Deuxièmement, si on peut passer, sur la diapo, il y a des... Voilà. Je me suis rendu compte que dans mon expérience de médecin, dans mon expérience de manager, il y avait quelque chose qui était extrêmement important à mettre en place, c'était la confiance et la sécurité psychologique. Alors, ça commence par les équipes, mettre en place un management bienveillant, collaboratif et permet d'avoir beaucoup plus de matière pour faire évoluer les choses. Et je pense que ce management collaboratif qu'on peut mettre en place dans les services, cette bienveillance, cette sécurité psychologique est indispensable aussi à faire émerger la parole des patients quand on veut modifier nos unités. Et puis, je me suis assez fortement engagé dans la réflexion éthique. J'étais président d'une association d'éthique pendant de nombreuses années. Et ce qui ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait passer d'une éthique de conviction où effectivement on proposait aux patients ce qui nous paraissait être le mieux pour lui, à une éthique de responsabilité où l'objectif était vraiment de co-construire le projet avec le patient et d'aller vers ce que lui souhaitait en ayant les éléments qu'on lui avait apportés. On peut passer la diapositive. Donc, trois exemples de projets où on intègre de l'expérience patient. Le premier qui était le plus modeste, mais que j'avais monté à Albi, c'était un projet où on s'était intéressé au vécu des proches du passage en réanimation. On a fait une étude qui était assez édifiante où on avait rappelé des familles plus d'1 an après leur passage en réanimation. On s'était rendu compte des conséquences assez importantes du passage en réanimation pour ces gens. Et suite à leurs remarques et les questions qu'on avait posées, on avait aménagé pas mal de choses. On avait ouvert les visites 24/24 à l'époque, ça ne se faisait pas encore beaucoup. On avait complètement réagencé la salle d'attente et puis on avait mis en place avec des psychiatres qui passaient habituellement dans le service pour voir les gens qui avaient fait des intoxications ou des choses comme ça. On avait mis avec eux en place une prise en charge pour les familles et les patients qui en avaient besoin. Donc, c'était quelque chose qui avait été assez vite analysé. Et puis, il y a 2 projets là, qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont des projets actuels. Donc, il y a le projet Tracadom, qui est un projet qui vise à accompagner les patients dépendants à la ventilation vers le retour à domicile. C'est un projet en fait, qu'on a co-construit avec un patient atteint de la SLA qui est Guillaume Gallard, dont l'épouse ou lui-même sont peut-être en ligne, là, je ne sais pas. Et c'est un projet qu'on monte sur un modèle collaboratif avec des soignants de réhab, mais du domicile, un philosophe, des médecins d'HAD. Enfin, il y a à peu près tous les panels représentés. Il y a même un directeur de l'hôpital qui vient là pour donner sa compétence. Et on a développé 4 axes. Premier axe, c'était de former les équipes de la réanimation à mieux accueillir ces patients
et à partager leurs compétences. Le deuxième, c'est tout un travail sur la sécurité psychologique, donc avec les psychologues du service, dès la prise en charge dans le service de réanimation, mais aussi les accompagner à domicile pour les sécuriser sur le plan psychologique, et puis intégrer de l'expérience patient, des retours d'expérience avec des patients partenaires qui pourraient venir faire de la pérédance. Troisième axe, c'était la sécurité technique, qui était le sujet initial de notre projet, qui était de créer une formation. Donc, l'idée, c'est de faire une formation où on va aller au domicile des patients avec des outils de simulation pour que les intervenants au domicile puissent s'aguerrir aux techniques pour éviter d'avoir à s'entraîner sur le patient, entre guillemets, ce qui est jamais très agréable. Et puis, une partie logistique qui est le nerf de la guerre, hein, où on essaie de réfléchir au financement de la formation, mais aussi du maintien à domicile de ces patients. Enfin, on travaille sur un certain nombre de thématiques. C'est un projet pour lequel on a eu un petit soutien non négligeable, qui est un prix d'innovation qui était proposé par le CHU de Nîmes et la CCI du Gard, et qu'on a remporté. Et le troisième projet, qui là aussi fait appel à de l'expérience patient, c'est un projet qui réfléchit de manière assez plus globale à la place de la réanimation dans le parcours de soins. L'idée, c'est qu'on a actuellement une idée de ce que doit être la réanimation en tant que soin très aigu, et probablement qu'on peut définir les contours de la réanimation et même notre rôle différemment. Et pour cela, on a fait appel à une équipe de designers entourée par Marine Royer et Denis Pellerin, et des étudiants du Master 10 de l'Université de Nîmes, qui vont venir dans le service, faire de l'immersion, rencontrer des patients, rencontrer des familles, et ainsi intégrer dans cette réflexion de l'expérience patient. On peut passer, il me reste 2 diapos très rapidement. Et 1 minute. Donc, très rapidement. Donc, cette diapo pour vous présenter Guilhem. Donc, Guilhem, c'est un patient qui a une SLA, donc qui est à domicile ventilé. J'ai souvent, alors je sais que c'est quelque chose qui des fois passe mal quand je le dis, mais Guilhem est aujourd'hui, c'est un ami, hein, c'est devenu, on a créé des liens très très forts. C'est aussi devenu un patient partenaire très actif, qui même fait de la musique avec ses yeux. Donc c'est une ancienne star du rap, donc il a des connexions avec le monde de la musique, et là il a créé un projet caritatif qui permet de financer une association qui a pour but justement de porter notre projet. Guilhem, il est très investi, et j'ai l'habitude de dire que c'est un peu un patient exceptionnel, parce que s'il n'avait pas été aussi exceptionnel, il aurait probablement un peu moins fait tomber de barrières. Mais en même temps, tout aussi exceptionnel qu'il est, je pense qu'il a rencontré les mêmes difficultés que tous les patients dans sa situation. Ce qui nous a aidé beaucoup pour monter le projet, c'est son retour d'expérience qu'il a fait via un site qui s'appelle la SLA pour les nuls. Et quand je suis tombé sur ce site, j'ai beaucoup appris de son expérience, que je pensais être la même que la mienne. Et en fait, j'ai pu mesurer à quel point il y avait des écarts, et à quel point c'était important d'avoir son ressenti sur les situations. Pour finir, sur la dernière diapo, vous demandiez quels étaient les facteurs de réussite. Pour moi, le facteur principal de réussite, c'est la cohérence. Je pense que, alors je me place du côté des équipes soignantes. Je pense qu'on a besoin de préparer nos équipes soignantes pour permettre de laisser la place à la parole du patient. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais les organisations telles qu'on a vécues jusqu'à encore assez récemment, des organisations très pyramidales, où déjà les soignants étaient en quête de sens, notamment parce qu'ils avaient l'impression de ne pas pouvoir exprimer leurs propres difficultés. Donc, si les soignants eux-mêmes ne sont pas en situation de s'exprimer sur leurs propres difficultés, comment on peut aller chercher les problématiques du patient? Donc ça, c'est à mon avis quelque chose de primordial, de travailler nos organisations pour permettre de faire équipe au quotidien avec tous les soignants, y compris ceux de proximité, et avec les patients. Deuxièmement, je pense qu'il y a un axe sur la formation. La formation, bien sûr, il faut travailler sur la formation initiale des soignants. Et moi, je vais participer, parce que ce n'est pas encore commencé, à une unité d'enseignement sur le savoir-être auprès des étudiants en médecine. Je travaille sur des formations en simulation qui intègrent de la communication thérapeutique, et je crois beaucoup à un jour intégrer des patients dans nos sessions de simulation
Et voilà, je pense que c'est un préalable très important. Je sais qu'il y a des choses qui se développent au niveau institutionnel auxquelles je vais participer, mais je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'on ne pourra pas intégrer réellement l'expérience patient, surtout dans les services comme le mien, qui sont les services où la pathologie est aiguë et peut-être du coup, les patients ils reviennent pas forcément, etc. Donc, c'est peut-être moins naturel de faire appel à l'expérience patient dans ces unités-là. Mais je pense que ce préalable est important. Deuxième préalable, je pense qu'il faut aussi qu'on puisse valoriser ce temps-là, ce temps soignant associé au partage, mais aussi le temps qu'on demande aux patients experts, comme Guilhem. Tout ce qu'on fait actuellement, c'est du bénévolat finalement. Et je pense que si on veut développer cette thématique, c'est quelque chose qu'il faudra résoudre. Et la dernière chose, c'est l'engagement et le partage. Moi, je crois que ce qui peut promouvoir l'expérience patient et le développer, c'est de montrer que ça marche, c'est de montrer la puissance que ça a. Et c'est pour ça que je suis content d'être là avec vous aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est dans le partage qu'on fera. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. 13 minutes 40, un peu, mais il y avait beaucoup de contenu contenu intéressant. Pour discuter. Et, Alors, bonjour à tous. J'ai une question autour de l'intégration des patients dans les formations prévues. Comment est-ce qu'ils vont être intégrés? Alors, je n'ai pas très bien entendu Muriel, c'est ça? Ah, pardon, j'ai peut-être ma connexion qui ne marche pas. Du coup, je vais arrêter ma vidéo. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien là? Très bien, oui. OK. Alors, j'ai une question autour de l'intégration des patients dans les formations qui sont prévues. Comment est-ce qu'ils vont être intégrés? Alors, j'ai dit que je pensais qu'il fallait les intégrer. Je n'ai pas dit qu'on les intégrait actuellement, et donc c'est une vraie question. Moi, c'est une question sur laquelle je ne suis pas du tout spécialiste. Donc, j'ai lu avec attention les travaux d'Alexandre Derkès là, sur la formation des soignants. Je pense que c'est indispensable, des patients experts. Je pense qu'effectivement, dès lors qu'on va les intégrer dans la formation, ça passe aussi par ce type d'accompagnement. Je pense aussi sincèrement que là aussi, il faut un travail. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur du... je vous ai dit qu'on essayait de travailler nos équipes, nos services, le fonctionnement de nos organisations pour permettre l'émergence de l'expérience patient. Je pense que du côté de l'enseignement, il y a le même travail à faire. Voilà. Alors, dans nos propres formations, je pense que comme c'est les mêmes équipes, ça ne posera pas forcément beaucoup de problèmes. Moi, j'ai à la fois pas de solution toute faite, donc il faudra expérimenter probablement. Et après, il y a aussi besoin, je pense, d'une préparation et d'une formation, notamment sur certaines situations, simulations qui peuvent être assez difficiles à vivre pour des gens qui auraient vécu des choses difficiles, et donc ça nécessite quand même d'être réfléchi et travaillé. Donc les choses ne sont pas aujourd'hui très, très claires dans ma tête à ce niveau-là, mais par contre, ce qui est clair, c'est ma conviction que c'est indispensable. Voilà. Et alors, je vais relier les remarques des personnes. En fait, voilà, on vous remercie pour votre ouverture de pensée. On espère qu'il y ait davantage de Sylvain Garnier. On vous remercie pour votre retour d'expérience. On dit même que vous avez tout compris. Voilà, et on salue que vous-même, vos équipes comprennent le rôle du patient expert. Voilà, moi j'ai une question en fait, vous dites que vous n'êtes pas spécialiste, alors du coup je ne sais pas si, enfin voilà, moi j'ai un peu réfléchi, je suis ingénieure de formation en santé, je fais un master et par ailleurs je suis patiente, j'ai un peu réfléchi autour de la simulation et en fait je vous avoue que je suis un peu gênée en fait par des patients simulés, mais des patients experts simulés. Voilà, c'est quelque chose qui me gêne un peu au niveau éthique, mais par contre, je trouve, alors je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'entendiez vous, je trouve vraiment primordial le travail sur les scénarios en simulation avec des patients experts, pour le coup. Alors, effectivement, travailler sur les scénarios avec des patients experts, ça me paraît effectivement le plus simple parce que ça ne va pas exposer un vécu difficile. Nous, en réanimation, on fait deux types de simulations. En fait. Des simulations qui sont très techniques
qui sont sur la gestion de situations peut-être d'urgence, etc. Et là, la présence du patient expert n'est pas forcément complètement indispensable parce que c'est vraiment très technique, etc. Par contre, on fait aussi beaucoup de simulations de communication, d'annonces. La dernière formation que j'ai fait en simulation, c'était l'abord du don d'organes, par exemple, pour les coordinations hospitalières. Et je pense que là, avoir des gens qui ont été confrontés à des choses comme ça, avoir leur regard, parce que nous, on a évidemment, il y a quelque chose, enfin quelques substrats scientifiques sur comment bien communiquer, etc. Mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement humain, et avoir le ressenti de gens qui n'ont pas une formation de soignants, mais qui ont une formation intrinsèque de patients me paraît aussi quelque chose de très important. Voilà. Alors après, est-ce qu'il faut une formation complémentaire justement pour aborder ces questions-là? Moi, une de mes craintes, mais elle n'est probablement pas fondée, ça serait de dénaturer l'expérience des patients en voulant trop les former. Donc, je ne sais pas comment il faut les former, comment il faut les accompagner. Moi, plutôt qu'une formation, je pense qu'il faut un accompagnement à exprimer son expérience. Mais encore une fois, je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que je n'ai pas de certitude. Par contre, je vais juste revenir sur les petits relais de commentaires là, qui sont très sympathiques, mais ce que je voulais dire quand même, c'est que c'est vraiment une maturation progressive qui permet, au bout de faire progresser nos équipes, de nous faire progresser intimement. Et ce besoin, quand on a fait ce travail sur nos équipes, sur nous-mêmes, quand on a passé un certain cap d'expérience, ce besoin de recourir à l'expérience patient, ça devient un besoin. C'est pas vous voyez ce que je veux dire, finalement, c'est naturel. C'est dans notre quête de sens, ce qui émerge, c'est qu'on a besoin de ce ressenti-là. Donc, moi, je suis très optimiste sur la place qu'on va donner aux patients parce que les choses évoluent naturellement. Donc, c'est pas Sylvain Garnier, ou je pense que c'est quelque chose qui se développe. Moi, j'ai vu la réanimation, pour parler de ce que je connais, se modifier radicalement en 15-20 ans. J'en parlais tout à l'heure avec un collègue. D'ailleurs, c'est un psychologue qui me disait qu'il y a 15 ans, il avait fait il avait rencontré des réanimateurs à propos des soins palliatifs, et en gros, on lui fermait la porte en disant nous, on fait de la réa, on ne fait pas des soins palliatifs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait très étonnant, vu l'importance qu'ont pris les questionnements sur l'engagement thérapeutique dans nos structures, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une vraie évolution de nos pratiques, de nos positionnements qui vont dans le bon sens, ça c'est évident. Donc, c'est pas que moi, c'est vraiment un ressenti général, quoi. Voilà. Voilà Weiba qui est la femme de Guilhem qui se connecte, je vois. Juste au moment où moi, je ne vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps. Eh oui, salut, on vient de finir les soins, donc on essaie de faire au plus vite. Salut Weiba. Salut. Alors, j'ai un problème que la caméra marche. Elle se connecte pas, mais je vous entends. Je suis vraiment désolé parce que j'aurais vraiment aimé poursuivre avec vous, et je promets, si vous me ressollicitez, de revenir et de m'arranger pour être là jusqu'au bout de la conférence, mais là, c'était vraiment pas possible. Mais peut-être que Weiba, donc j'ai présenté en quelques mots Tracadom, peut-être que tu peux prendre le relais et participer à la discussion. C'est la place des patients et des proches dans la discussion autour des projets. Ok. Merci beaucoup Sylvain du coup de cette intervention. Ouais. Donc on vous libère, on continue les échanges et vous êtes le bienvenu au prochain rendez-vous PEPS. Vraiment désolé de partir comme ça. Et merci encore pour l'invitation. Pour l'humilité qui fait partie d'une des valeurs du partenariat, je pense. Bon, à bientôt. Et on de formation. À bientôt, bon courage. Merci beaucoup, au revoir. Du coup, on peut peut-être laisser quelques minutes à Weiba pour qu'elle complète ce qu'avait dit Sylvain. Alors, je suis vraiment arrivée en cours de route, donc je ne sais pas ce qui a déjà été dit ou pas. Donc, si quelqu'un peut me faire juste un léger résumé de ce qui a été dit, je pourrais peut-être poursuivre. En fait, oui, on peut vous résumer. Sylvain a présenté un petit peu son rôle en tant que médecin et un petit peu toutes les actions qu'il avait mis en place.
il a notamment parlé de ce partenariat précis avec Guilhem, je crois, ou Oui, Guilhem, je c'est ne ça. sais pas. Guilhem. Guilhem. Et donc, il y avait même une belle photo et il a parlé un peu de lui. Nous, on a 5 petites minutes, en fait, avant d'enchaîner avec le prochain intervenant, qui est Karen, qui a réussi à se connecter. Donc, on est content de l'accueillir dans 5 minutes. Ça fait un peu serré, je ne sais pas, pour relancer. Peut-être, ce serait intéressant d'avoir votre vision. Comment ça a été pour vous, de l'intérieur, cet accompagnement ou ce partenariat avec Sylvain et l'équipe? Alors, c'est Nathalie, pardon. Ben, ça s'est fait, j'ai envie de dire, assez naturellement. Naturellement parce que donc déjà quand il était hospitalisé en réanimation, il y avait déjà des liens qui se sont formés par le parcours un peu atypique de mon époux, parce qu'en réanimation, ils n'avaient pas trop l'habitude de voir des parcours tels que le sien. Et ensuite, on a gardé le lien, en fait, nous, en rentrant à la maison, surtout pour avoir, pour pas être perdu et avoir des informations au fur et à mesure par rapport à certains problèmes qu'il pouvait y avoir. Donc, c'était surtout sur tout ce qui concernait la trachéo. Et voilà, et après, au fur et à mesure, c'est comme ça que ça nous est venu l'idée, en fait, d'avoir le projet Tracadom, parce qu'on s'est aperçu en discutant avec d'autres patients qu'on n'était pas les seuls dans ce cas-là, et que forcément, donc, en réanimation non plus, ils n'ont pas la vision forcément du soin à domicile, qui est autre. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, ça donne. Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'importance du lien qui a été créé très rapidement dans votre parcours. Et Oui. je pense que c'est fondamental, en effet. Et il en a bien témoigné, Sylvain. Donc, ça corrobore et ça ajoute la cohérence dont il a d'ailleurs. C'est vrai qu'il faut savoir que, en tant que patient, pour mon époux ou moi en tant qu'aidante, quand on arrive dans un service de réanimation, même si on est un peu perturbé, on réalise quand même, on sait où on est. Donc, comme je disais, on sait où on est et en même temps, on sait qu'il faut justement toute cette technique autour du patient, tous les soins techniques, tout ça et tout. Bon, on a conscience qu'il le faut. Mais justement, c'est vrai qu'on avait beaucoup des longues conversations avec Sylvain quand on était en réanimation. C'est que les soignants sont tellement dans les soins et sur des laps de temps assez courts par patient que le côté humain, on ne le sentait pas. Alors que c'est un des endroits, je pense, qui doit être le plus humain. Alors peut-être que dans tous les services, ça doit l'être, mais je pense que la réanimation, le côté humain doit avoir quand même doit avoir vraiment sa place. Et c'est vrai qu'on parlait de tout ça. Donc après, bon, c'est clair que en institution, c'est un peu compliqué et tout d'avoir cette notion en plus. Mais ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Donc, le fait, c'est vrai que du coup, d'avoir eu cette écoute de la part de Sylvain et d'avoir justement ce côté humain, moi, en tout cas, ça m'a mis tout de suite en confiance quand mon époux était sédaté, qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Ça m'a mis en confiance dans les soins qui pouvaient lui être apportés. Et il y avait vraiment de la communication entre nous, quoi. Super. Merci beaucoup pour votre témoignage, Baïba, je crois. Avec plaisir. Et donc, sur ces très belles paroles, moi j'ai noté écoute, disponibilité, confiance et surtout le terme humain. On va enchaîner avec une histoire et le partage de Karen. Alors Karen, je n'avais pas de diapo, donc je vais simplement vous laisser enchaîner.
Alors en fait, le temps peut-être que Karen commence. Bonjour Karen, bienvenue. Elle a envoyé juste son diapo au début. Il est sur un drive, donc je pense que tu peux cliquer sur le lien et le partager pendant que Karen, peut-être si elle veut bien, commence à parler sans les slides les premières minutes. Sur le drive, à quel endroit alors Tu l'as par mail en fait, si tu regardes dans les mails de Rendez-vous PEPS. Ok, je m'en occupe. Du coup, on vous laisse la parole. Eh oui, je ne suis pas très pro concernant effectivement Zoom. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je suis Karen, en fait, j'ai 42 ans. J'habite dans le sud de la France, à côté de Toulon. Et en fait, je suis patiente ressources. J'ai eu en 2017 un cancer du sein que j'ai découvert pendant l'allaitement. Suite à ça, j'ai été vite orientée vers l'Institut Paoli Calmette à Marseille, où on a fait la biopsie, voilà, tous les examens complémentaires pour voir exactement ce qu'il y avait. J'avais 5 tumeurs dans le sein gauche. Ils ont décidé dès le départ de pratiquer une mastectomie, mais avant tout, on a commencé par une chimiothérapie néoadjuvante pour diminuer la tumeur. J'ai eu ensuite la chirurgie, mastectomie complète, plus curage axillaire, ensuite de la radiothérapie et suite à ça, l'hormonothérapie. Alors aujourd'hui, je suis en rémission à 3 ans plus 3 ans et demi sous hormonothérapie et suite à la maladie, en fait, malheureusement, le cancer du sein a touché beaucoup de femmes de ma famille et notamment mes 2 grands-mères qui sont décédées, qui ont eu un cancer à 70 ans et l'autre à 65 ans. Ensuite, ça a été le tour de ma maman qui a eu un cancer à 54 ans et finalement un cancer à 61 ans. Voilà, malheureusement, le cancer s'est généralisé, donc elle en est décédée avec multiples pathologies en plus. Et ensuite, ça a été moi, donc à 37 ans, voilà, après l'allaitement. Étant donné que j'ai eu un parcours voilà, un petit peu compliqué, puisque c'était la même année, ma mère est décédée en août et moi, je faisais la mastectomie en septembre. On va dire que voilà, ma force de caractère et aussi le soutien de mes proches, de mes enfants et mon conjoint ont fait que voilà, je suis quand même ressortie, grandie et résiliente de la maladie. Et ensuite, j'ai décidé de créer une association de soins de support pour aider les autres malades. Donc, mon combat ne s'arrête pas uniquement au cancer du sein. Mes premières actions étaient la distribution de coussins cœur qui sont fabriqués par un EHPAD, les résidents d'un EHPAD à Olioul, qui ont été fabriqués dans le Var. Nous avons distribué plus de 1500 coussins gratuitement dans les cliniques et hôpitaux de la région. Nous avons après recruté une équipe de bénévoles. Donc, nous avons actuellement 15 thérapeutes bénévoles professionnels, donc diplômés, qui proposent chaque mois un atelier ou au minimum 4 rendez-vous de consultation pour les adhérents de l'association. Quand je parle des adhérents de l'association, on ne s'occupe pas uniquement du cancer du sein, on s'occupe de tous les cancers, aussi bien les hommes et les femmes. Nous n'avons pas encore inclus les enfants parce qu'il y a des centres à Marseille plus spécialisés dans les pathologies pour les enfants. Après, on est prêt à accueillir en soins de support des enfants. Et en complément des soins de support qu'on propose tous les mois dans l'association, ponctuellement, on propose des événements atypiques. Donc, les derniers ont été la fête des mères où on a fait toute une journée beauté pour les mamans. Nous avons fait, grâce à une association nautique de voile,
qui est à Saint-Mandrier. On a fait toute une matinée sur la mer où 50 femmes ont participé. Donc, c'était, alors pas 50 patientes qui avaient le cancer, mais on incluait les proches. Donc, les amis proches, les parents, voilà. Mais c'était uniquement dédié aux femmes. Et dans les prochains événements, on espère avoir des hommes, ce qui est plus compliqué parce que le corps médical voilà, propose effectivement des accompagnements psychologiques, mais je pense que suivant la génération et aussi, je pense que c'est la société qui fait un petit peu ça, les hommes n'osent pas aller en thérapie, donc n'osent pas taper la porte des associations, n'osent pas se plaindre. Ils en parlent un petit peu entre hommes quand il y a effectivement des salles de chimiothérapie uniquement de sexe masculin. Ça arrive effectivement dans certains centres ici où il y a des salles pour les femmes et des salles pour les hommes. Aujourd'hui, nous avons un seul patient adhérent homme, mais qui a été un petit peu poussé par sa femme, qui, elle, a souhaité trouver de l'aide auprès de l'association. Donc, voilà. Après, nous, après, dans l'association, notre premier souci au départ, c'est qu'on n'est pas forcément des experts voilà, sur les constitutions d'appels à projets, mise en place par exemple par l'ARS, ou trouver l'information pour avoir des subventions. Donc on va dire qu'on a été assez soutenus par nos membres, par nos familles, et du coup pour l'instant nous n'avons pas eu de subventions. Nous avons fonctionné uniquement avec des dons. Le dernier don qui nous a été fait en fin d'année est la société Aven, voilà, qui nous a soutenus. Mais jusqu'à présent, les quelques appels à projets que nous avons constitués, soit peut-être n'étaient pas complets, donc on n'a pas eu de réponse, soit ne correspondaient peut-être pas à l'énoncé de l'appel à projet, donc du coup, on n'a pas eu les subventions. Voilà, en espérant que l'année prochaine, on soit un peu plus experte en appel à projet, qu'on bénéficie d'un peu plus de subventions pour pouvoir organiser plus de manifestations. Voilà. Je ne sais pas si je dois dire d'autres choses. Oui, dans notre région, oui, effectivement, on est soutenu par beaucoup de patients, leurs familles. On est soutenu par certains centres, plutôt les hôpitaux. Les cliniques, pour l'instant, connaissent notre existence, mais ne nous soutiennent pas forcément moralement, puisqu'ils ont déjà par obligation une association de soins de support dans leurs locaux. Donc, ils préfèrent privilégier les adhésions sur leurs associations en centre médical. Par contre, nous, on a choisi dès le départ d'externaliser tous les soins de support, et tous les soins de support se pratiquent au domicile des thérapeutes. On a pensé déjà qu'au niveau du territoire, ça permettait aux gens de trouver peut-être à 10 minutes de chez eux un soin de support pris en charge par l'association. Donc, d'envahir un petit peu plus le territoire du Var. Et en même temps, le fait que le thérapeute travaille dans ses locaux qu'il a décoré en fonction de son caractère, de ses envies, voilà, de ses goûts, nous semblait plus judicieux et peut-être plus accueillant pour un soin de support que dans un centre médical ou dans une clinique ou un hôpital. Généralement, les murs sont blancs. On revient sur le centre de soins, il y a aussi les odeurs, il y a aussi le personnel médical qui a tendance à nous rappeler un petit peu qu'on retourne au même endroit
où on a l'habitude de faire nos traitements. Et nous, on voulait que les soins de support ne soient complètement à part de la partie médicale pour offrir un moment de complète détente. Voilà. Et après, voilà, comme je mettais dans les freins, c'était effectivement la professionnalisation des patients ressources. Alors moi, je suis patiente ressources, formée à l'éducation thérapeutique du patient au 3 Sévar Ouest à Toulon. Je n'ai pas encore la certification de patient expert qui normalement requiert une certification auprès d'une université. Je me suis présentée 2 fois à l'université Marseille-Aix. Je n'ai pas été retenue apparemment à cause de mon âge. Voilà, trop jeune. Donc, je fais moins partie de la cible des cancers du sein, selon ce qu'on m'a expliqué. Voilà. Donc, avec l'espoir, peut-être un jour, de pouvoir, alors pas forcément en tirer un salaire à temps complet, mais peut-être une activité partielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, ayant des handicaps au niveau du bras, de l'épaule et un petit peu sur la partie du thorax, j'ai été placée en invalidité, ce qui me permet d'être bénévole. Mais j'espère un jour reprendre voilà, une activité qui me permette voilà, de vivre et de remplir mon frigo et nourrir ma famille. Donc peut-être en tant que patiente experte, peut-être professionnelle. Je sais que pour l'instant, c'est encore assez compliqué et que voilà, peut-être ça se fera dans l'avenir. Ou peut-être pas, hein, voilà, on ne sait pas. Voilà, mon histoire. Est-ce que c'est le moment de prendre les questions? Si vous voulez. Alors, du coup, il y a une question. Donc, comment ont été soutenues et accueillies vos initiatives au niveau des soignants qui vous suivent? Est-ce que des liens se sont mis en place avec la ville, l'hôpital ou les deux? Alors oui, alors moi étant patiente déjà, au début, c'est vrai que j'ai créé pas mal de réseaux par Facebook. J'ai rencontré des gens un petit peu partout, voilà, en France. J'avais créé un groupe de jeunes femmes qui s'appelle La Trentaine et un cancer. Donc forcément, j'ai suivi un peu les initiatives dans les régions en France et aussi des initiatives qui étaient mises en place au Canada. Donc, avec toutes ces idées, effectivement, j'ai constitué en premier lieu mon réseau. Je suis très bien accueillie, effectivement, par les infirmières d'annonce. C'est toujours un petit peu plus compliqué avec les oncologues parce que je pense qu'ils ont un planning assez chargé. Ils ont tous, je pense, l'existence de notre association. Après, ils n'ont pas forcément le temps de nous contacter ou prendre des informations auprès de nous. C'est souvent effectivement les psychologues qui renvoient les adhérents vers nous. On fonctionne pratiquement que sur du bouche à oreille. On est aujourd'hui, l'année dernière, on a fini à 45 adhésions. Avec le Covid, hein, puisqu'on a continué en visioconférence et par atelier WhatsApp avec le Covid. Cette année, pareil, on termine à 40 adhérentes à peu près. Les adhésions en fin d'année ne sont plus payantes. On laisse la gratuité aux gens. Après, on regarde aussi les ressources des gens. Si effectivement ils ne peuvent pas payer l'adhésion, elle est gracieuse, bien sûr. Il y a beaucoup d'équipes effectivement médicales qui nous suivent et nous envoient du monde. Voilà. Certaines parce que, par exemple, au centre de radiothérapie à Toulon, c'est parce qu'ils n'ont pas d'association interne. Donc, ils nous renvoient automatiquement les personnes qui sont intéressées par des soins de support. Et après, les autres centres, c'est plutôt en complément. Parce qu'on a des pratiques qu'eux n'ont pas dans l'hôpital ou dans la clinique. Voilà.
Alors ensuite, il y a plusieurs remarques. On vous fait remarquer qu'il y a le DU PPS, Partenariat Patient Soignant à la Faculté de Médecine de Montpellier, Oui. et qu'avec la formation des 40 heures, vous pouvez déjà intervenir comme patiente partenaire dans un programme de TP. Oui, c'est le cas, effectivement. Voilà. Par la suite, en fait, il y a une question que je me posais aussi. Pensez-vous que le diplôme de patient expert vous soit nécessaire et pourquoi et d'où vient votre connaissance? Alors, je pense que voilà. Alors, dans le TP, c'est une formation quand même qui est assez générale. Moi, voilà, il y avait déjà effectivement une personne qui était affectée à l'éducation thérapeutique du patient pour les ateliers cancer du sein. Donc, ils m'ont mis je suis bénévole aussi pour l'éducation thérapeutique, mais je suis bénévole pour un atelier qui est diététique, par contre, pour le cancer du côlon. Moi, personnellement, à part peut-être les chimiothérapies et radiothérapies qu'on a en commun, je n'ai pas exactement la même maladie. Là, effectivement, on parle de quelque chose qui est plus général, on parle de la diététique, donc de la nourriture. Donc, c'est quand même assez généraliste à tous les programmes de TP. Concernant le cancer, il y a des aliments à éviter, des aliments à privilégier. Donc voilà, on va dire que ça me pose pas de problème de répondre à ces questions, même si ce sont des gens qui n'ont pas la même pathologie que moi. Par contre, effectivement, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de soutien et de formation sur le plan psychologique, parce que moi, par exemple, je fais l'accueil de mon association. Je reçois en premier lieu les questionnements, voilà, peut-être le mal-être des gens, et je n'ai pas de formation psychologique. Donc, on va dire que ça charge un petit peu mon mental, même si maintenant, j'ai une supervision avec une des cofondatrices qui est l'art thérapeute, plus une psychologue qui est dans notre association. Mais quand on n'est pas formé à la psychologie, je pense que voilà, une formation peut-être plus professionnelle serait peut-être plus facile pour moi après pour gérer voilà, les petits bobos des autres et ne pas les emmener à la maison voilà, avec moi, dans mon esprit, dans mon corps, et ne pas créer, entre guillemets, un mal-être voilà, après dans ma famille. J'arrive à le faire maintenant. Ce n'était pas le cas au début, mais parce que je m'informe beaucoup. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir des soignants qui sont prêts à me donner l'information. Après, je lis beaucoup de livres sur le cancer. Donc voilà, on va dire que je m'informe et je m'éduque un peu seule, mais que si effectivement il y avait un statut professionnel qui encadrait un peu plus les informations, ce serait nettement mieux. Ok, d'accord. Donc, si je vous comprends bien, en fait, c'est plus autour de l'acquisition de compétences vis-à-vis de l'écoute, par exemple, et, Complètement. enfin, voilà, et de ne pas apprendre personnellement, enfin, comment dire, de la gestion, en fait, des émotions et des difficultés des choses. Voilà, Ça. Plus qu'un Après statut. aussi effectivement, pour les informations. Bon, alors, ce que je sais, voilà, parce qu'on me l'a dit, parce que voilà, j'en ai été informée, je peux le dire aux patients, mais je ne suis pas docteur. Donc, sur certaines informations, effectivement, il faut que je me renseigne avant pour donner l'information. Et les gens ont tendance, effectivement, à me poser des tas de questions. Mais voilà, moi, je n'ai pas tout vécu. Et en même temps, je suis voilà, un individu complètement différent peut-être des autres personnes. Je n'ai peut-être pas vécu les mêmes choses de la même façon. Donc, voilà, ma parole n'est pas forcément vérité. Si effectivement, on avait un cursus un petit peu, voilà, cancer du sein, qu'est-ce qu'il en est, quel genre de thérapie il y a, voilà, un peu généraliste sans entrer dans les détails parce que je ne suis pas oncologue, mais un petit peu sur chaque cancer, ça serait plus facile pour moi en termes de connaissances. Des fois de pouvoir répondre aux gens. Et après, les oncologues n'ont pas toujours le temps de répondre, donc les gens restent avec leurs questionnements.
et voilà, me re-questionne à propos de ça, mais quand je n'ai pas l'info, ben, je ne peux rien dire. Et puis moi, je ne veux pas m'avancer, voilà, à dire n'importe quoi. Moi, je suis surtout là pour présenter mon association, apporter de l'aide et de l'écoute, mais sur la partie médicale, voilà, moi, je suis à zéro, entre guillemets. Je n'ai pas fait une fac de médecine, donc je pense qu'il faudrait un minimum de connaissances pour tous les patients ressources, experts. Voilà. Après, on ne sait pas comment nous nommer parce qu'il y en a qui disent qu'on est patient engagé, patient ressources, patiente experte. Moi, apparemment, on m'a dit qu'étant donné que j'étais formée à l'ETP, j'étais patiente ressource, mais pas patiente experte parce que pas certifiée par l'université. Ok, merci. Alors, il y avait des remarques. Nadine vous rejoint sur ce que vous venez de dire. Ensuite, Monsieur Gadi recommande, et moi-même aussi, que vous preniez contact avec Catherine Serret. Si dans le cancer du sein, il y a eu un blog. Je n'ai pas entendu par contre. Voilà, Jean-Marc Charel. Ah, ok. Là, voilà, je suis désolée, c'est ma connexion qui de temps en temps marche mal. Ouais, Catherine Cerizet, en fait, qui a eu un blog et qui est très active sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, qui peut-être vous aidera en fait pour l'acquisition notamment d'informations vis-à-vis du cancer. Enfin voilà, où chercher si jamais il y a des choses, ou vous tenir au courant des dernières actualités. Et oui. Voilà. Ensuite, Jean-Marc Charel dit qu'on se forme aussi en discutant avec d'autres patients. Voilà. Une question émerge autour de la prise en charge des formations. Quand on est bénévole, malade en arrêt maladie, on n'a pas forcément les moyens de payer les formations. Donc, il faudrait des tarifs patients. Voilà ce qui est possible pour certaines formations. Alors, je sais effectivement que l'université La Sorbonne, voilà, sur la formation, il y a un coût de, je crois, 150 € pour la formation de patients experts. Je sais que maintenant, à Montpellier, j'avais entendu le DU. Ils ont aussi le DU à Marseille. Apparemment, il y a une nouvelle formation qui a été mise en place maintenant à Nantes, où d'ailleurs, ils avaient fait une formation très poussée pour les kinésithérapeutes. Après, effectivement, comme vous dites, voilà, ça a un coût. Après, étant donné mon engagement et aussi, je pense, vis-à-vis de mon parcours familial, c'est vrai que je suis prêt, entre guillemets, à investir pour me former. C'est souvent, comme une personne le disait, auprès des patients qu'on a des informations. Après, je lis beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a les congrès chaque année. J'essaye de lire le compte-rendu. Après, il y a des choses qui ne sont pas du tout accessibles pour les patients. Si on ne fait pas partie du corps médical, il y a des choses qu'on ne comprend pas du tout. Donc, voilà, les parties où effectivement je ne comprends pas, je mets carrément de côté et je retiens que les informations claires, précises, et je vérifie toujours les informations avant de les divulguer, en fait. Ok, je donne la parole à Mohamed qui avait une question. Merci Muriel. Karen, je me permets de vous tutoyer, hein, ne le prenez pas mal. Non, pas du tout. Je suis comme ça et tout le monde me connaît pour savoir que je suis quelqu'un de direct. J'apprécie beaucoup ce que vous avez fait, ce que vous avez présenté comme situation, c'est pas facile. Je vois l'évolution que vous avez eue depuis, je dirais, la première étape jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et j'ai envie de vous dire une chose, parce que ça fait longtemps que je vous entends en parler. N'ayez pas peur. Ne pensez pas que pour moi, je suis désolé, je vais peut-être faire un peu clivant, mais c'est pas grave. C'est pas le diplôme qui fait l'homme. C'est ce que vous avez connu, ce que vous avez fait depuis le début, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes devenue une experte pour d'autres patients. C'est pas le diplôme qui va vous donner ça, c'est un faux problème pour moi.
et on court après des histoires, je dirais, ou de vouloir croire que ça va nous aider, ça ne nous aide pas plus. Ce qui vous aide aujourd'hui, ce qui fait ce que vous êtes, Karen, c'est votre histoire, c'est votre volonté, c'est ce que vous avez créé et le dynamisme que vous entretenez. Gardez-le et je vous assure que pour beaucoup de patientes, vous êtes une experte. Ne tombez pas dans le piège du diplôme. Oui. Ça, c'est un Oui. faux problème. Le problème des diplômes, c'est qu'on a besoin, comme dit si bien Jean-Baptiste Marot, d'une légitimation. On a besoin de dire aux autres, on est capable parce qu'on a un diplôme. Mais quelque part, on se trompe parce que ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans un giron administratif qui est la faculté, qui vous adoube pour vous dire que vous avez le droit de faire ce que vous savez faire. Oui, alors que si on nous faisait de la VAE aujourd'hui, c'est un truc qu'on pourrait réfléchir. Pourquoi pas faire de la VAE? Parce que on a tous une expérience sur le domaine. Voilà, mais franchement, continuez, ne vous cassez pas la tête avec ces diplômes entre nous. Oui. Merci. Merci à vous. Après, c'est vrai que voilà, c'est plus pour la reconnaissance souvent des autres et voilà, du corps médical. Après, plus pour la partie effectivement psychologique, c'est vrai que voilà, moi j'ai eu ce cancer que j'ai relativement bien vécu. On va dire que je l'ai bien vécu parce que j'étais accompagnée de ma maman. Quand elle était plus là et qu'effectivement, en même temps qu'on est malade, on perd voilà, la femme de sa vie, ça a été assez compliqué à ce moment-là. Après ça, effectivement, j'ai remonté la pente. Mais dans les premiers temps, effectivement, les pensées voilà, et l'histoire des autres, pour certaines histoires, me faisaient tellement écho que j'absorbais voilà, le mal-être des gens, en fait. Et c'était plus pour avoir une base peut-être plus psychologique et pouvoir, entre guillemets, se détacher de temps en temps. Alors après, j'arrive à me détacher. Ça ne veut pas dire que j'oublie l'histoire qui m'a été racontée dans la journée. Ça ne veut pas dire non plus que je fais semblant d'écouter parce que ce n'est pas vrai. Maintenant, j'arrive effectivement, quand je passe la porte de chez moi, à mettre ça dehors parce que je ne veux pas que ça soit nuisible pour mes enfants qui sont en bas âge, nuisible pour ma vie de couple. Et je ne veux pas faire éponge. Avant, j'étais peut-être trop dans l'empathie et j'étais une très grosse éponge. Et puis, on va dire que pendant mon parcours, j'ai découvert en fait que cette grosse éponge était en fait juste liée à de l'hypersensibilité que j'avais depuis des années, mais que j'avais tassée parce que dans la société, on ne peut pas être hypersensible, c'est compliqué. Et maintenant, j'ai décidé d'exprimer cette hypersensibilité, mais par contre, de la laisser à la porte de chez moi. Voilà. Donc, quand c'est l'association, j'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Et quand je suis dans ma famille, voilà, je suis concentrée pour ma famille. Alors, une dernière intervention de Jean-Baptiste Marot et ensuite, je vais laisser la place à Claire qui va introduire la personne suivante. Oui, alors déjà, c'était pour remercier Mohamed de ce qu'il a dit parce que c'est totalement vrai. Moi, j'ai réalisé cette année le DU-PPS, donc partenariat patient-soignant à l'Université de Montpellier. Ces bases d'éponge, comme vous dites, on ne les apprend pas parce que ça, c'est un travail personnel que vous devez faire vous-même de votre côté ou avec un psychologue. Donc, ce que vous allez apprendre vraiment, c'est le rôle du patient expert. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, puisqu'il y a il a une place à respecter. Et voilà, comme disait le diplôme, certes, on a un diplôme, mais voilà, beaucoup de personnes dans ma promo, quand on leur demandait pourquoi est-ce que vous faites le diplôme, répondaient ben, parce que je fais ça, mais je ne me sens pas légitime de le faire et je ne me sens pas légitime qu'on m'appelle patient expert alors que je n'ai aucune formation. Et plus l'année a avancé, et plus les gens se disaient, mais en fait, le diplôme, c'est pas inutile parce que oui, ça sert quand même. Mais on peut très bien faire sans. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus, il ne faut pas se bloquer là-dessus. Parce que certes, ça amène beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. On rencontre des gens super, il y a une bienveillance énorme. Et
Et vraiment, non, ne vous arrêtez pas sur le diplôme parce que vous êtes patient experte. Vous êtes patient experte à partir du moment où vous avez vécu votre maladie. Vous avez un savoir expérientiel que les soignants n'auront pas, puisque eux, ils ont plus un savoir théorique de la chose. Certes, ils ont accompagné des patients, mais ils sont restés dans l'accompagnement. Ils ne sont pas dans le savoir théorique. Donc, je pense que là-dessus, faut vraiment se dédouaner et se dire que voilà, c'est. Merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste et merci aussi à Sidi Mohamed pour Oui, merci. vos réactions. Oui. Et c'est toujours touchant de voir cet élan de partage et c'est aussi pour ça qu'on fait nos rendez-vous PEPS, hein, pour avoir ces ricochets d'expérience et de vécu. Merci beaucoup Karen pour votre Merci, présentation. Je crois qu'elle a beaucoup touché autour de la table. Alors, on va écouter maintenant notre dernière partageuse d'histoire qui est Nadine. Je vais partager mon écran. Donc, je demande juste une petite seconde. Voilà. Et je mets en plein écran. Et Nadine, tu me diras quand tu veux changer de slide pour que je puisse le faire pour toi. Ah, alors évidemment, c'est reparti tout au début. Donc, on va aller un petit peu plus vite. Excusez-moi. C'est bon comme ça. Nadine, si tu veux commencer, et puis je vous rattrape. Nadine, on ne t'entend pas. Il faut mettre ton micro. Et là, vous m'entendez? Oui. Et bien voilà. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc moi je suis comme Karen, patiente, partenaire, expert, je ne sais pas comment on peut dire, mais j'ai aussi une double casquette puisque je suis soignante à l'origine. De l'origine, j'étais soignante. Donc j'ai battu, moi de toute façon je l'ai noté. Donc je suis restée plus de 20 ans infirmière libérale dans un tout petit village où je vis encore dans les Hautes-Pyrénées. Et j'ai été confrontée à la maladie chronique très vite puisqu'on m'a enlevé les cordes vocales à 30 ans. On peut très très bien parler sur les cordes vocales, mais bon, on m'a enlevé les cordes vocales à 30 ans, j'ai eu des récidives. Et jusqu'à il y a 10 ans où j'ai été laryngectomisée, où j'ai eu une laryngectomie totale. Donc, j'ai dû arrêter mon métier d'infirmière libérale et ça a été vraiment très violent parce que j'adorais ce que je faisais et je me suis trouvée vraiment… moi, j'ai eu beaucoup de mal à me reconstruire. Donc, mais quand je vous dis beaucoup de mal, j'ai mis des années à me reconstruire. Et lors de cette reconstruction, je me suis dit que l'énergie que j'avais, il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc, j'avais plus envie d'être soignante, j'avais envie d'aller ailleurs. Et c'est pour ça que je suis devenue patiente expert. T'as pas trouvé, Claire? T'arrives pas à mettre mon slide? Et puis, je t'écoute plus, je t'entends plus. Non, je t'entends pas du tout. Bon, ben, est-ce que vous m'entendez, les autres? Oui, on vous entend très bien. C'est juste que Claire a son micro éteint. Bah, tant pis, puisqu'on voit pas mes diapos, mais c'est pas grave. Il faut m'interrompre si vous avez des questions. Donc voilà, donc il m'a fallu beaucoup de temps. Alors au début, après la maladie, la laryngectomisée, je me suis dit, bah, puisque tu es en vie, donc j'ai fait plein de choses, du sport, des choses comme ça. Mais très vite, je me suis dit, si elle va réussir à le trouver. Je voudrais avoir bon, la dernière, je sais pas. Voilà, on va y arriver. Excuse-moi parce qu'il ne veut pas se mettre sur tes slides. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis une têtue, c'est bien clair. Bon, bah, écoute, c'est pas grave, on va continuer comme ça. De toute façon, je sais à peu près, je sais à peu près ce que j'ai envie de partager. Donc, après, c'était quoi? Donc, il fallait… C'est un petit peu difficile.
Donc, je vais retrouver, j'ai dû le noter. Les joies du direct. Désolée. Hein. Je dois l'avoir sur mon portable. Claire, est-ce que tu peux peut-être passer le partage d'écran à Nadine? Elle peut peut-être présenter elle directement. Je ne sais pas trop bien faire ça. Non, mais je vais trouver. Vous allez, c'est bon, je suis sur mon portable, je vais me débrouiller avec ça, vous inquiétez pas. Donc j'en étais. Donc, effectivement, que après vraiment, il m'a fallu beaucoup de temps avec la laryngectomie et le handicap que j'ai pour vraiment me reconstruire. Je suis restée très, très, très longtemps, moi, dans la colère. Mais vraiment très longtemps. Donc, les moments clés, donc je dois en revenir aux moments clés. Pourquoi j'aurais pu rester infirmière, vous allez me dire, mais je n'avais pas envie parce que c'était plus mon histoire. Donc j'ai décidé. Est-ce que vous le voyez là? Oui, on voit. Oui, très bien. C'est quand je passe en vidéo que ça ne fonctionne plus, donc je vais rester en... Tu peux passer à la deuxième, Claire, s'il te plaît. J'essaye. Non, c'est celle-là. Voilà. C'est un petit peu compliqué, du coup. J'en étais au frein, Claire. Ah, alors c'est la troisième. Oh, excusez-moi, En fait, je crois que tu n'as pas beaucoup parlé de tout ce que tu faisais dans ton parcours de patiente partenaire. Les interventions, c'est pour ça que j'avais remis sur celle-ci où tu parlais des missions. Voilà, exactement. Donc, moi, je suis arrivée au partenariat en tant que patiente parce que j'ai constaté personnellement, là, tout ce que je vais vous raconter, c'est mon histoire personnelle, c'est pas celle de tous les laryngectomisés, bien évidemment. Moi, je n'ai pas été soutenue, ni en pré-op, ni en post-op. J'étais parfaitement soutenue pendant l'intervention, j'ai été chouchoutée, coucougnée, mais pas du tout après. Donc, c'est ce qui m'a vraiment fait aller vers le partenariat en tant que patiente. Et une fois que j'ai eu accepté ma maladie, le vivre avec, et que j'avais retrouvé l'estime de moi-même, parce que avec un trou dans la gorge, c'est pas toujours facile d'accepter d'être à nouveau une femme et de retrouver sa place dans sa famille, auprès de ses amis. Donc, une fois que j'ai vraiment vécu tout ça, ça m'a pris vraiment des années, je me suis dit, allez, partons vers le partenariat. Donc, j'ai commencé à faire des journées info avec Atos. Atos, c'est le labo avec lequel je collabore maintenant, parce que nous, notre matériel ne se vend pas en pharmacie. Donc, il y a vraiment il y a 2 labos en France qui font ça. Donc, chez Atos, il y avait une des infirmières qui avait fait l'ETP. Donc, du coup, elle m'a dit, écoute Nadine, vraiment, tu peux nous aider dans nos parcours de soins, nos journées. Donc, j'ai fait ça avec elle. Après, j'ai fait un CU à Marseille et un DU en ETP. Alors, moi, pour rejoindre ce que disait Karen, effectivement, quand j'ai commencé, vous verrez, je fais plein d'autres choses également très diverses. J'ai commencé à faire, avec mon association, des journées pré-op, des journées d'annonce. Moi, il me semblait qu'il me manquait des choses. Et même en étant soignante, alors parfois je mettais ma casquette de soignante, mais non, mais en étant soignante, il me manquait une espèce d'approche, comme disait Karen, un petit peu psychologique. Et puis franchement, au tout début, il y avait une association avec ses patients et tout ça, je n'en avais plus envie. Donc effectivement, comme disait quelqu'un tout à l'heure, il faut faire du travail personnel, c'est un fait. Mais moi, j'avais vraiment besoin de me former. J'avais ce besoin. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon DU en ETP. Alors, ce n'était pas pour avoir un DU, bien évidemment, mais c'était pour avoir un petit peu plus de connaissances que moi, j'ai trouvé personnellement à Montpellier.
vraiment, à Toulouse, excusez-moi. Et j'ai fait aussi la formation, pour en revenir tout à l'heure aux formations, de patients aidants formateurs à la fac. Parce qu'à la fac de Toulouse, il y a eu un recrutement auquel j'ai participé, j'ai été acceptée, et ils forment des patients aidants formateurs, ce qu'ils appellent des PAF, ce qu'on nous appelle les PAF, et on travaille, on collabore avec 2 médecins auprès d'étudiants en médecine. Et ça, c'est extrêmement riche. Et effectivement, on a eu, moi, je rejoins vraiment, vraiment Karine dans ses dires. On a eu vraiment une approche par rapport aux étudiants, par rapport aux patients, une autre approche que spontanément on n'a pas, même si on est... Moi, je suis très claire avec ma pathologie. Le savoir-faire, le savoir-être, tout ça, c'est bon. Mais de là à être vraiment, vraiment constructif auprès de patients, ben, c'est une autre histoire. C'est mon histoire, ce que je vous dis là. Donc voilà. L'émission que j'effectue là aujourd'hui, j'ai commencé à vous le dire. Donc, j'anime par exemple avec Atos les journées d'info, les journées de préparation avec les futurs opérés. Alors, les visites à l'hôpital de patients, seulement si les patients veulent, bien évidemment. Parce que s'ils ne veulent pas, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour forcer. Donc, pas ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'interviens aussi auprès des IFSI sur et soit des témoignages, soit justement des jeux de rôle. Il y a aussi également de la simulation. Et je rejoins tout à l'heure ce que disait, ce n'est pas toujours si facile pour nous de faire de la simulation. Il faut être vraiment, vraiment en accord avec soi-même pour faire de la simulation. Moi, je me souviens un exemple, on m'avait à une IFSI, la cadre, puisqu'on prépare tout ça en amont, la cadre me dit oui, mais Nadine, tu sais, tu devrais, toi, faire un patient à SSR et puis tu fais le patient qui ne parle pas. Parce que moi, j'ai une prothèse phonatoire et je suis restée 6 mois sans parler ni manger. Et donc, je prends cette information et en fait, non, je n'étais pas en capacité, même maintenant, de jouer ce rôle. C'est pour ça que je suis assez partagée entre la simulation. Ce n'est pas toujours évident pour nous, les patients, même si on est en accord avec notre pathologie. Donc voilà, c'était juste la remarque. Alors moi, maintenant, j'interviens en tant que formatrice parce que moi, j'ai vraiment souffert du regard de... J'ai pas eu l'impression d'être écoutée lorsque j'ai été laryngectomisée, j'étais jeune. Je n'étais pas prête, on n'est jamais prêt. Et donc, je me dis, la meilleure façon pour que les soignants soient prêts, c'est qu'ils soient formés. Donc, j'avoue que intervenir au CFC ou à la fac, ça me tient vraiment à cœur et j'ai l'impression vraiment d'avoir un petit rôle, mais un rôle quand même. Voilà, et puis après, donc, savoir patient et corazon. Pour la petite histoire, je viens d'être sollicitée à la maison de santé. Il y a une maison de santé dans mon village qui s'est ouverte. Et je viens d'être sollicitée parce qu'ils voulaient à tout prix un patient expert, sauf que là, je ne trouve pas vraiment mon rôle parce que qu'est-ce qu'ils vont faire de ce patient? Est-ce que je vais faire de TP? Comment je vais en faire? Alors là, pour tout vous dire, c'est pour parler, ils viennent de me proposer mais c'est pas mon rôle, c'est pas vraiment ce que j'ai envie, mais je ne sais pas trop. Ils m'ont proposé de faire la formation Azalée, mais la formation Azalée, elle est pour les infirmières, donc il faut que je reprenne ma casquette d'infirmière. Et c'est pas toujours, c'est plus ce que j'ai envie. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire de la maison de santé. Voilà, tu peux passer, Claire. Alors là, les freins et les leviers, c'est vraiment personnel, c'est pas par rapport aux patients partenaires. Alors moi, les freins, ça doit vous sembler bizarre, mais c'est le manque de réseau, parce que moi, je suis pas du tout installée dans un hôpital, je ne travaille plus, donc je suis un petit peu isolée. Donc la solitude dans le travail, parce que ce que je fais, par exemple, ce que j'ai préparé là, puis maintenant, parce que là, on a avancé avec Corazon, il y a plein de choses que je fais toute seule. Donc, c'est pas évident. Enfin, moi, je trouve que partager, c'est s'enrichir. Donc, travailler tout seul, c'est l'éloignement. Parce que moi, je vis dans un petit bled. Voilà. Et puis, il y a aussi la non-écoute, la non-confiance du corps médical.
Donc, je vous avoue que franchement, des fois, c'est pas très joli, mais je prends ma casquette. Je dis pas au démarrage que je suis infirmière, mais il m'arrive de le dire. Il m'arrive de le dire. Et du coup, ben, alors c'est vraiment très vilain parce que du coup, le corps médical m'écoute différemment. Alors que le savoir expérientiel, comme vous disiez tout à l'heure, mais c'est le plus riche qui puisse exister. Voilà, l'utilité de nos actions, de nos présences. Évidemment, je rejoins Karen en disant, oui, mais on est le bénévolat. Moi, je commence à m'amuser à faire du bénévolat. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'en fais. C'est fatigant. Alors, j'ai de la chance, entre guillemets, puisque, comme j'étais bien assurée, j'ai une rente d'invalidité qui m'a été accordée en tant qu'IDEL. Donc voilà, ça, c'est les freins. Et les leviers, l'expérience, c'est un plus au fil du temps. Le savoir expérientiel, c'est le vivre avec. Parce que nous, on sait comment on vit avec. Quand on vit 10 ans avec une laryngectomie, on sait comment vraiment on vit avec notre handicap auprès des patients. Et le levier, des fois, le levier ou un frein, c'est la double casquette IDE et patient expert. Ça dépend de quel côté on se passe. Alors, pour la petite histoire, parce que je reviens, moi, c'est moi qui ai payé mon DU, Karen, tu vois. Alors, j'ai écouté ce que tu disais. Je me permets de te tutoyer aussi. Mais je me suis dit, c'est un plus et j'en avais tellement envie que, voilà, je me le suis financé. Mais c'est pas toujours facile tout le monde n'est pas en capacité de financer ses études. Voilà. Et puis après, les leviers, moi, je suis super heureuse de faire ce que je fais. Ça, c'est important. Je me sens à ma place. C'est pas prétentieux, hein, du tout, du tout. Hein. Et après, j'apporte mon expérience. Elle reste la mienne. Hein. C'est pas la dernière fois en visite préopératoire, il y a un monsieur qui me dit, si je lui avais dit moi ce que j'ai vécu en post-op immédiat, il n'y serait pas allé. Et moi, je suis restée des mois sans manger. Et lui, 15 jours après, mais il mangeait, il reparlait, il a eu une prothèse. Et il faut bien, bien prendre en compte que chaque patient est différent. Et ce n'est pas à nous de dire notre histoire. Oui, si on nous la demande. Mais moi, comme je le dis à Karen, je ne suis pas médecin, je ne suis pas oncologue. Quand ils me disent je vais reparler, oui, mais qu'est-ce que je suis rien de tout ça. On n'est pas orthophoniste, on est là pour accompagner. Moi, je ne perds jamais de vue que j'essaie d'écouter vraiment. C'est extrêmement important. L'entretien, l'écoute est extrêmement importante et tout, l'écoute active. Il faut toujours savoir ce que les gens ont envie après. Moi, je vous parle de ma pathologie, hein, mais il faut donner l'envie aux patients de se reprojeter. Après, parce que nous, c'est un véritable handicap, hein, comme vous tous, hein, toutes les maladies chroniques. Hein. Mais en plus, ça se voit, le nôtre, il se voit, il s'entend. Et il faut jamais, jamais... pour moi, ce qui est important, c'est ça. Quand je fais des entretiens, le plus important, c'est que le patient, quand on est raccroché, il se reprojette dans un petit avenir, mais dans un avenir quand même. Donc voilà, je ne vous ai pas tout dit, mais excusez-moi pour le cafouillage du début, mais voilà. Merci beaucoup Nadine et excusez-moi pour les problèmes techniques, tu as bien rattrapé le coup. Je crois qu'il y a pas mal de petites questions, il y en a notamment une, Muriel se demandait, et moi aussi, ce qu'est Corasso. Tu peux juste nous préciser? Alors Corasso, c'est une association de femmes à Paris et c'est sur tous les cancers ORL de la face. Elles sont hyper actives. Et là, on est en train d'essayer de monter une antenne à Toulouse. Mais vous le savez tous, c'est très compliqué. Mais on va y arriver. Et c'est des nanas un peu comme Karen, super. Elles sont hyper dynamiques. Mais tu vois, on ne peut pas faire ça seul, il faut faire ça en groupe. Donc voilà ce qu'est Corasso. Muriel, je te laisse remonter les infos, les questions, les remarques du chat. Alors, il y avait une remarque. Alors, il y a plein de gens qui sont partis, qui nous ont souhaité une bonne continuation. Il y avait une remarque autour d'une dimension positive aussi de se former au partenariat. C'est le fait d'être avec ses pairs dans une démarche constructive.
Voilà, il y avait une remarque par rapport à ce que vous avez dit sur la simulation de Jean-Baptiste, en fait, qui disait que certaines personnes sont plus à l'aise avec la simulation que, par exemple, dans des interventions en IFSI. Voilà, Allez-y, Nadine, je n'ai pas entendu. Oui, je comprends comment chaque patient est patient avec ses émotions, et tout à fait, je comprends très très bien. Et on vous remercie pour votre belle intervention, pour la sincérité de votre témoignage, pour les pistes de réflexion qu'elle suscite et pour votre parcours. On vous remercie pour votre témoignage. Voilà, moi j'ai une question autour de... Enfin, je trouvais très très intéressant votre réflexion sur la double casquette. Je voudrais, si vous le voulez bien, que vous partagiez un petit peu plus sur les leviers et les freins, en fait. Pourquoi c'était un levier? Pourquoi c'était un frein? Alors, par exemple, pour certains, alors je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, mais pour certains vieux médecins, je ne peux pas être patiente, c'est pas possible, je ne suis pas crédible, alors, mais vraiment, je vous jure que c'est vrai. Certains ORL, c'est pas possible. Et pour les jeunes, bien sûr, c'est tout à fait possible. Voilà le frein. Alors du coup, j'utilise ma double casquette. C'est pas très joli, mais au moins, ça me permet d'aller dans des endroits et aider des patients. Donc ça, c'est le levier. Et en fait, c'est ça. C'est juste... Et le frein, le frein, c'est que vous... Alors, le frein, c'est parfois avec d'autres patients. Je n'ai pas envie de dire que je suis infirmière. Voilà, je reste patiente. Parce que ça, alors ça, après, c'est moi c'est mon interprétation. Peut-être que ce n'est pas celle des autres. C'est la mienne, l'interprétation. Et puis, suivant certaines, par exemple, aux 40 heures où j'interviens, quand j'ai des matinées d'intervention de patients, je ne dis pas que je suis soignante. Ça n'a pas lieu d'être. C'est plus par rapport au corps médical que c'est un levier, un avantage. Mais oui, oui, il faut être honnête. Mais je pense que on tourne toujours autour du diplôme, en fait. C'est toujours ça, en fait. C'est toujours cette légitimation qu'on nous demande, soit par un diplôme médical avec les vieux docteurs, soit par un diplôme tout court pour les gens, on va dire, un petit peu plus progressistes, mais quand même de l'arrière-garde, selon mon opinion personnelle. Alors, du coup, il y a Isabelle Dos qui est pareil, infirmière et patiente de cancer. Voilà, et on m'a reproché d'avoir la double casquette. Merci Nadine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient envie de réagir? Ah oui, Jean-Marc. Jean-Marc, allez-y. Oui, moi, en tant que papy, patient partenaire, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour être patient partenaire. On a tous notre vécu. Avec notre oui, bougez. Hein. Donc, question d'engagement. Donc, c'est aussi une façon d'extérioriser notre maladie, de s'engager. Je voudrais revenir donc sur ce que vous disiez, Nadine, et puis même Karen, c'est pas la formation qui fait le patient partenaire, c'est clair, c'est notre savoir expérientiel qui est important. Pour autant, justement, on a besoin d'outils parce qu'on n'est pas tous préparés, loin s'en faut, à prendre une certaine charge de travail, et puis notamment dans l'écoute. Alors bien sûr, c'est des outils. Je ne pense pas que dans le DU, je n'ai pas fait le DU, j'ai fait le 40 heures. Je ne pense pas que dans le DU, on apprend tellement l'écoute active et toutes ces choses-là. Donc, il y a des outils, il y a des... Voilà. Par contre, bien sûr, c'est souvent... on se la finance nous-mêmes parce que à force, on devient des passionnés du genre. Je pense qu'avec Karine Barrel, on en est des exemples et on partage cette expérience. On l'a vu lors de la Journée nationale de France Asso Santé, où on parlait donc les représentants des usagers et les patients partenaires. Là, il y a quelque chose qui se développe et qu'il faut qu'on insiste, et il faut qu'on ose y aller. Donc, à chacun de prendre son engagement
en fonction de ses possibilités, bien sûr. Mais quand on croit à quelque chose, ben, c'est bon de le partager avec d'autres. Hein. Donc c'est ça, c'est créer un réseau. C'est souvent la difficulté que Nadine présentait, c'est bah oui, mais j'ai plus de réseau. Ben, c'est justement en participant à tous ces congrès, à toutes ces réunions, comme ben, Savoir Patient l'a bien compris, hein, en faisant ces rendez-vous, c'est de se créer. Alors bien sûr, c'est rare qu'on ait la même pathologie, alors ça arrive dans le cancer parce que vous êtes beaucoup plus nombreux, mais c'est aussi justement de partager parce qu'il y a quand même beaucoup d'expériences qui sont transversales et qu'on va retrouver, qu'on soit du cancer, des maladies rénales, du diabète, peu importe, on retrouve toujours des choses de la vie qui nous parlent à tous et donc sur lesquelles on peut s'appuyer. Et aussi le fait de participer à des groupes comme on le fait là, c'est aussi d'échanger entre différentes pathologies, de se retrouver, de se connaître, hein, et de pouvoir essayer d'aller de l'avant tous ensemble. Donc, Karine a commencé un travail là, sur justement un annuaire des patients partenaires parce que justement, c'est quelque chose qu'on a besoin. Donc, le France Asso Santé a bien compris notre message qu'on avait passé avec notamment Alexandre Berkes, ce qui a donné lieu à justement cette journée. France Asso Santé va s'emparer du sujet, mais bon, France Asso Santé, c'est quand même une grosse machine. Ça ne va pas se faire comme ça tout de suite. Donc, Karine a pris les devants et je l'en remercie pour ça. Donc, toutes vos associations, on peut tous se regrouper justement par le biais de réseaux. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais passer toute l'après-midi. Merci. Merci Jean-Marc, c'est précieux ton retour parce que ben, voilà, tu œuvres depuis longtemps dans le partenariat en tant que patient et RU, je crois d'ailleurs. Donc, tout ton cheminement est riche pour nous toutes. Alors, vient l'heure de conclure et ça passe beaucoup trop vite. Certains nous ont déjà lâchés parce que l'heure tourne et voilà, on a chacun nos rendez-vous. Ce que j'aimerais quand même clôturer sur un mot qu'a dit à la fois Nadine, c'est ce qui était super important et un des leviers qu'elle a souligné, c'est d'être à sa place, de se sentir à sa place et de faire les choses avec plaisir, avec l'élan, avec la passion qui nous anime. Et je crois que nos 3 intervenantes aujourd'hui en ont vraiment fait preuve. Et ça, c'est revigorant. En tout cas, pour ma part, je me sens reboostée à fond d'avoir entendu vos témoignages et toutes vos remarques des uns et des autres. On a parlé beaucoup formation aussi, la formation à l'écoute qui est plus ou moins présente dans certaines formations. Moi, je sais que j'en ai beaucoup reçu au DU Sorbonne en cancérologie. Et c'est vraiment quelque chose d'effectivement très important pour pouvoir rester dans sa limite de patient. On a notre expérience, on a notre vécu, mais quand on est face aux pairs ou même face aux soignants qui vivent des difficultés, il faut aussi savoir se préserver. Et ce que dit Jean-Marc avec brio et que je rencontre complètement, c'est d'avoir la capacité de développer son réseau pour ne pas rester seul, pour pouvoir continuer à travailler. Et c'est bien entendu aussi le sens de nos rendez-vous PEPS. Donc, on est très content si vous avez pu grappiller des petites graines de réseau et d'avoir pu peut-être noter les noms des uns et des autres parce qu'on se retrouve de plus en plus souvent sur les différents événements. Voilà, je pense qu'on a le prochain rendez-vous sera lieu en septembre sur le thème du patient dans la recherche et l'innovation. Donc, si vous avez des idées, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas à nous contacter. Muriel va aussi vous mettre dans le chat le lien pour répondre au petit sondage qu'on fait toujours après pour savoir comment vous avez vécu ça et si vous avez d'autres idées, on est aussi très ouvert. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Je voudrais remercier Karen et Nadine et
et bien sûr Gérard, pas Gérard, Sylvain Garnier qui était là au début avec nous. Ça a été un petit peu décousu aujourd'hui parce que Karen a eu du mal à se connecter, Sylvain a dû nous quitter en cours de route. On a perdu aussi notre chère Fabienne pour faire le fil rouge. Mais bon, on a réussi, donc moi je suis très contente. Il est 14h30. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été là avec nous. Et à très bientôt pour un prochain rendez-vous PEPS. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup.